Est-ce que l'amour est vraiment plus fort que tout? Nous disons oui, on se jure soutien, présence et amour dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, mais quand cette maladie s'invite dans votre quotidien, elle ne frappe pas seulement le corps, elle ébranle le socle de votre couple, elle s'immisce dans vos nuits, dans vos projets et surtout dans votre intimité. Il est naturel de se sentir isolé, désemparé, voire en colère. Si vous êtes le partenaire aidant, vous pouvez vous sentir coupable d'être en bonne santé, épuisé par le rôle de soignant ou frustré par la perte de votre vie d'avant. Si vous êtes la personne malade, la honte, la peur de ne plus être désirable et le sentiment de fardeau peuvent vous ronger. Ce qui se joue, c'est une invisibilisation de la souffrance de l'autre. Parfois, par peur de surcharger la personne malade, le partenaire aidant tait son propre désarroi. Inversement, la personne malade, terrifiée à l'idée d'être un poids, s'enferme dans le silence et refuse l'aide. Le couple ne fonctionne plus comme un binôme d'ego, mais comme une dynamique soignant-soigné. Le désir s'éteint, l'humour s'évapore et le couple devient un champ de mine émotionnel. Je le vois en consultation, ce n'est pas la maladie qui détruit le couple, mais le silence qui s'installe autour d'elle. Prenons l'exemple de Laura et Sébastien, un couple que j'ai accompagné. Laura, pleine de vie, a été diagnostiquée avec une maladie auto-immune il y a 2 ans. Ces douleurs chroniques rendaient l'intimité physique rare et douloureuse. Sébastien l'aimait profondément, mais se sentait rejeté. Sébastien proposait de l'aide pour les tâches ménagères, mais se sentait maladroit. Il n'osait plus initier des gestes tendres, craignant de provoquer une douleur ou de faire pression pour une relation sexuelle. Laura, de son côté, s'isolait. Elle avait l'impression d'avoir volé la vie joyeuse de Sébastien, et sa honte l'empêchait de lui parler de sa fatigue ou de ses peurs. Leur conversation était réduite à de la logistique médicale. La passion avait laissé place à une affection fonctionnelle, presque fraternelle. En séance, ils ont pu enfin nommer ce qui était innommable. Sébastien a exprimé sa peur de la voir souffrir et Laura a confessé sa terreur d'être abandonnée. En quelques mois, ils ont appris à se redéfinir au-delà de la maladie, retrouvant des moments de légèreté et surtout une nouvelle forme d'intimité basée sur l'acceptation et la parole vraie. Mon approche thérapeutique vous invite à vous pencher sur ce qui se joue sous la surface. Guérir le couple, c'est d'abord déconstruire les mécanismes inconscients, puis agir sur le présent pour enfin construire un avenir solide. La première étape, celle que j'appelle comprendre le passé, c'est-à-dire les racines inconscientes de vos réactions face à l'épreuve. Vos réactions face à la maladie de votre partenaire ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont souvent le symptôme de schémas de répétition hérités de votre histoire personnelle. Il s'agit ici de transfert. La maladie peut réactiver une peur ancienne, comme l'abandon, par exemple, si un parent est tombé malade dans l'enfance, ou le sentiment de ne pas être digne d'amour inconditionnel. La personne malade rejoue parfois le rôle de l'enfant à soigner et le partenaire celui du parent tout-puissant, déséquilibrant ainsi l'alliance adulte. Je vous invite à vous poser ces questions. L'objectif n'est pas de tout analyser, mais de prendre conscience que vos blocages ne viennent pas de la maladie, mais de ce que la maladie réveille en vous. Quand mon partenaire est souffrant, quelle émotion de mon enfance cette situation réactive-t-elle en moi? En quoi ai-je le sentiment de devoir porter l'autre? Et d'où vient cette croyance? Ai-je peur de l'abandon au point de m'épuiser à bien faire ou ai-je peur de laisser l'autre au point de m'isoler? Ensuite, l'étape 2, celle que j'appelle agir au présent, c'est-à-dire rétablir concrètement le dialogue et l'intimité. Une fois que l'on comprend pourquoi on réagit, il faut changer comment on interagit. Durant l'étape 2, nous passons à l'action concrète avec des outils précis. Souvent, la tentative de solution, par exemple, le partenaire aidant insiste pour aider, la personne malade refuse, devient le problème. Je vous propose 2 exercices. Fixez un rendez-vous, 30 minutes par exemple, une fois par semaine, où il est strictement interdit de parler de la maladie, des rendez-vous médicaux ou encore des symptômes. L'objectif est de retrouver le couple d'amoureux et complices que vous étiez. L'idée est que vous changez la règle du jeu, vous forcez le système à basculer du rôle soignant-soigné à partenaire égaux. Au lieu de viser le retour à une intimité sexuelle normale, un objectif trop grand et source d'anxiété selon moi, focalisez-vous sur des petits gestes tendres non sexuels. Un massage de pied, un câlin silencieux sans attente ou encore un moment de lecture dans les bras. L'idée est que vous réapprenez au corps et au cerveau que le contact est source de plaisir et de sécurité, pas de douleur ou de pression. Vous rétablissez ainsi une connexion physique positive pas à pas. Et pour terminer, l'étape 3, celle que j'appelle construire l'avenir, c'est-à-dire consolider l'amour et l'autonomie malgré la maladie. Le but ultime est que le couple ne soit plus en survie mais en construction. La maladie fait partie de votre vie, mais elle ne doit pas la définir. Il s'agit de solidifier les acquis pour que vous deveniez vos propres thérapeutes. Je
Je vous propose 2 exercices. Asseyez-vous ensemble et parlez de l'avenir tel que vous le souhaitez, en intégrant la réalité de la maladie. Parlez de vos projets, de vos voyages, de vos loisirs, de la manière dont vous voulez vieillir ensemble. Par exemple, Laura, effrayée par l'avenir, a pu exprimer son désir d'écrire un livre sur son expérience et Sébastien a exprimé son rêve de faire un road trip en van aménagé pour plus de confort. Ensemble, ils ont transformé une peur vague en un projet concret et adapté. Chaque semaine, prenez quelques minutes pour dire à l'autre ce que vous admirez chez lui ou elle, en dehors de la maladie ou de son rôle de soignant. L'idée est que vous rappelez à votre partenaire qu'il est bien plus qu'une maladie ou un aidant. Vous ancrez l'identité du couple dans la reconnaissance mutuelle et la valeur intrinsèque de chacun. La maladie est une épreuve immense, elle vous force à vous regarder, à vous réinventer et parfois à vous choisir une nouvelle fois. Ce n'est pas un échec de demander de l'aide, au contraire c'est un acte de courage, une preuve d'amour et de foi en votre alliance que de dire « Nous avons besoin d'un tiers pour nous aider à nommer ce qui nous échappe ». Votre histoire n'est pas finie, elle est en mutation. Si ces mots ont résonné en vous, si vous sentez que le silence pèse trop lourd sur vos épaules, sachez qu'il est possible de retrouver la légèreté et la chaleur dans votre couple. Même quand la vie vous impose de nouvelles règles, le chemin vers un avenir et un amour résilient commence par le premier pas, celui de la parole vraie. J'accompagne les couples qui, comme vous, traversent ces tempêtes. C'est pourquoi je vous offre une première consultation de 30 minutes, gratuite et sans engagement, en visio. Il ne s'agit pas d'une simple prise de renseignements. C'est l'occasion de prendre une parenthèse d'intimité et de vérité où nous pouvons enfin déposer les masques et les armures. Durant ces 30 minutes, nous allons déposer ce qui pèse vraiment, c'est-à-dire mettre des mots enfin sur cette tension sourde ou ces non-dits qui se sont immiscés dans votre quotidien. Mais également éclairer les dynamiques invisibles, c'est-à-dire nous allons doucement explorer ce qui se joue sous la surface de vos conflits ou de vos silences. Et pour terminer, sentir si mon accompagnement vous parle, c'est-à-dire échanger sur la manière dont je peux vous guider et trouver la voie qui résonne le plus avec votre histoire. À la fin de cet échange, que l'on soit amené par la suite à travailler ensemble ou pas, vous repartez avec une écoute bienveillante, une première clé de lecture de votre situation et des pistes concrètes pour enclencher un cheminement pour une relation profonde si vous le souhaitez. Vous sentez encore peut-être l'hésitation. C'est normal, le changement fait peur, on se demande « suis-je prêt ou prête à regarder ce qui fait mal ? Ai-je le droit de m'accorder ce souffle ?» L'hésitation, c'est souvent la voix de vos peurs profondes qui essaient de vous protéger, mais si on l'écoute trop, on reste paralysé dans une situation qui, elle, ne fait qu'empirer. Imaginez ce sac à dos de souffrance et de non-dit que vous portez. Mon invitation, c'est de vous autoriser à le déposer doucement. N'attendez pas que son poids devienne insupportable. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a que ce premier pas, courageux, vulnérable et sincère. Je vous propose de le faire avec moi. Venez vous autoriser à vous retrouver avec plus de légèreté, de vérité, mais aussi d'amour. Prenez votre rendez-vous de 30 minutes, nous ferons ce premier pas ensemble. Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire de Laura et Sébastien, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés.